pense que cet Hamlet réquisitionne à peu près tous les moyens vocaux qu'un baryton doit avoir, parce que c'est une œuvre qui reste fondamentalement théâtrale. On peut la comparer à un personnage comme par hasard shakespearien à la base, comme Iago, ou un Falstaff aussi de Shakespeare. Parce qu'il faut effectivement une palette vocale et des capacités de liberté vocale vraiment grandes pour, à mon sens, rendre vraiment justice à l'œuvre en entier, pas seulement la partition, mais aussi la ramener aussi vers l'œuvre originelle de Shakespeare le plus possible, parce que plus tu ramèneras le Shakespeare, l'Hamlet de Thomas vers Shakespeare, par la force des choses, plus tu vas l'améliorer. On revient vraiment vers une œuvre absolument universellement géniale. Il faut revenir au texte, au livret écrit, et on s'aperçoit que parfois les perspectives sont un petit peu différentes que ce qu'on a l'habitude de voir un petit peu hypnotisé par la musique rendue en scène. Je pensais notamment à la grande question qui parcourt tout Hamlet pour le public: est-il fou ou est-il manipulateur et joue-t-il le fou? C'est une question qui traverse l'œuvre tout le long. Je ne pense pas apporter la réponse, mais si on doit montrer la folie, elle doit être crédible. Lorsque on voit certains Hamlet qui jouent exagérément la folie en faisant beaucoup de mouvements de main, des choses comme ça, moi, dans le public, je me dis, bon, ben, c'est clair, il manipule. Donc il me donne la réponse et c'est dommage. Et il y a des fous qui ont l'air extrêmement normaux. Mais c'est finalement dans la manière dont ils perçoivent leur réalité, et là on en revient à l'histoire du spectre, qu'on discerne qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond dans leur tête. Et finalement, pour étayer cette idée-là ou cette manière de voir les choses, le texte aide beaucoup. Beaucoup plus que ce qu'il y paraît au départ. Les mots parlent et racontent finalement une histoire un peu différente de celle qu'on a l'habitude de raconter, en tous les cas en matière de caractérisation du rôle. Il y a évidemment la frayeur d'Hamlet de voir arriver un fantôme, on l'aurait tous, mais ça se transforme très vite finalement en une sainte trouille du paternel qui revient plutôt que du fantôme. C'est là où c'est intéressant. L'apparition d'un spectre effraierait tout le monde. Là, c'est à deux vitesses. Il y a deux lames dans l'affaire. Il y a d'abord le spectre et tout de suite après, il y a effectivement la peur d'Hamlet de ne pas être à la hauteur de ce que lui demande ce père qu'il aime, qu'il respecte, qu'il chérit, mais dont probablement déjà avant sa mort, avant la mort du père, il considérait ne pas être à la hauteur. Je pense que le côté velléitaire d'Hamlet vient probablement d'un père qui était un peu trop puissant, un peu trop grand, un peu trop noble, il le décrit du reste lui-même, et donc qui était une image un petit peu du père, plus proche de la statue du commandeur que d'un papa facile à vivre. Il y a à l'évidence, à la suite de la mort du père d'Hamlet, le trouble du fils par rapport à sa propre position, puisqu'il devient, comme on dit encore aujourd'hui, l'homme de la maison à ce moment-là, vis-à-vis de cette mère, qui est encore jeune du reste. Et quelque temps après, de voir convoler cette mère, qu'il croyait être une mère idéale, probablement. Comme tout enfant n'imagine pas sa mère autrement qu'en mère idéale. Il voit cette mère convoler avec, et pas n'importe qui en plus, le frère de son père. Ta place qu'on t'a donné un temps d'homme de la maison après la mort du père disparaît tout à coup. Et effectivement, si en plus de ça on se remet dans l'époque historique de l'Hamlet de Shakespeare, on est donc à un temps où normalement les femmes, les épouses devaient respecter un deuil d'une certaine durée, 1 an ou quelque chose comme ça. Et là en fait, au bout de 2 mois, on fait la fête. Donc tout ça est extrêmement mal vécu par Hamlet. Tout ça démontre, ou dans son esprit, démontrerait une sensualité, un côté charnel de sa mère qui est inacceptable. Et le rejette surtout. Ce qu'il rejette sur la mère est immense, même sans aller chercher jusqu'à celle du meurtre. Sa mère l'a déclassé, sa mère l'a abandonné pour un autre.
Et après, effectivement, en plus, pour le frère, dont il suppose qu'il est l'assassin, etc., etc. Donc c'est une situation psychologique, c'est un huis clos, en plus, il ne faut pas l'oublier, psychologique terrible, puisqu'il est obligé de vivre au milieu de ces deux-là, l'une qui a trahi à la fois son père et lui-même, et l'autre qui est l'assassin. Hamlet est en devoir vis-à-vis de son père, qui représente tout pour lui, de réaliser cette vengeance, et dans cette vengeance, Ophélie n'a pas sa place. Il y a toujours cette tendresse d'Hamlet tout au long. Il ne faut jamais la perdre de l'histoire. Et tout ce qui paraît cruel, tel qu'il peut le faire vis-à-vis d'elle tout au long de la pièce, il faut toujours le ramener à ce premier duo où il lui dit, et c'est vrai dans le Shakespeare bien évidemment aussi, doubt the light, doute de la lumière, doute de ce que tu voudras, mais de mon amour jamais. Donc, autrement dit, je vais faire des horreurs, mais sois certain d'une chose, vis-à-vis de toi, je t'adore. Formidable. Il ne faut jamais oublier ça. Et ce qui est intéressant, pour en revenir justement au duo Ophélie-Hamlet, c'est une musique profondément joyeuse. Parce qu'en fait, il y a une joie à se retrouver ensemble, ce sont des amoureux, il faut illustrer cet amour-là, pas le commenter. Si je le commentais musicalement, je ferais un petit peu l'exercice qu'on vient de faire, c'est-à-dire oui, ça ressemble à un duo d'amour, mais en fait c'est un duo d'inquiétude, de peur, où deux êtres, l'une angoissée par l'étrangeté de son fiancé et l'autre angoissée parce qu'il risque d'arriver à sa fiancée, se serrent tendrement parce qu'ils ont peur. Et la musique raconte finalement une promenade au soleil au bord de l'eau. Donc c'est très bien, parce que du coup, le fait que la musique ne commande pas la vérité de l'action, mais juste illustre ce qui semble être le cas, on a plusieurs niveaux en fait d'interprétation, et ça ouvre justement ces niveaux, et ça permet d'aller exploiter des couches un peu étranges de cette histoire-là. C'est une musique, si on s'en sert et si on joue vraiment le parti pris de la partition telle qu'on l'entend, on tombe dans le décoratif, par la force des choses. Puisque c'est une musique qui éclaire chaque scène selon l'aspect premier de la scène, sans chercher à la commenter, sans chercher d'analyse psychologique, contrairement à Verdi, où Verdi lui-même utilise de manière très objective, par exemple, une musique de fête joyeuse pour accompagner un drame absolu. On est dans le commentaire sarcastique ou autre, voilà. Là non, c'est très... Finalement, ça colle tout à fait à ce que l'action semble être en scène. Et ça, moi je trouve ça merveilleux parce que c'est les clés de la liberté pour un interprète. Le grand air du vin dissipe la tristesse, qui est extrêmement brillant, extrêmement chantant, avec un élan incroyable, est un air, si on y réfléchit dans le contexte de l'œuvre, qui est un air très, très désespéré, très noir. C'est presque un appel à la révolution. C'est une marche lourde. Ça n'est pas à la musique de le dire, la musique doit rester flamboyante, c'est à l'artiste et à la mise en scène de faire comprendre ce qui se passe en fait en dessous de cette musique qui veut avoir l'air brillante, qui veut avoir l'air de la pompe royale.